Oui. OK. J'ai quand même merci à vous d'être ici, de profiter de la pizza. C'est quand même le premier Minimap là, en présentiel depuis la pandémie, là, depuis février-mars 2020. Et ça fait plaisir de voir je suis capable d'avoir quelques personnes pour écouter un conférencier émérite et professeur du département. Et merci beaucoup, Norm, d'avoir accepté de faire la conférence. Et puis, on va te laisser discuter. Puis, je suis sûr qu'il y aura une foule de questions à la fin pour toi. OK. Je te laisse parler. Merci, Nicolas. OK, j'ai utilisé le mot transformationnel dans mon titre, là. Puis, comme référence, ça fait 22 ans qu'on fait l'analyse des données de la A-Train de NASA. Puis le A-Train de NASA qui contient une série de capteurs, une série de satellites, une série de capteurs. Donc, un leader, Calypso, un leader uniband, un radar, un capteur passif qui peut faire la chimie des particules, étudier la chimie des particules de l'atmosphère, etc. Ces 22 ans-là étaient transformationnels. Toute une génération de chercheurs comme moi, si je peux m'appeler une génération, ont profité, le synergisme de ces capteurs-là était transformationnel, puis ça a changé la recherche atmosphérique significativement. Alors, la prochaine série, donc le ROS et l'avenir HAWC de l'Agence spatiale sera aussi transformationnel, je pense, parce que ces capteurs-là, on a eu 20 ans pour penser comment améliorer les capteurs de qualité des données aussi transformationnels pour rendre l'atmosphère mieux. Donc, je veux parler de la mission canadienne, l'Agence spatiale canadienne, HAWC, High Altitude Aerosol Water Vapor Clouds, et Avenir, en français, Aerosols, les aérosols de vapeur d'eau, nuages et les interactions avec le rayonnement. Ces capteurs-là mesurent l'atmosphère, les propriétés de l'atmosphère, plutôt entre le mi-troposphère et la stratosphère. Ils sont des capteurs complémentaires à la mission OS de l'agence de NASA. Une grande mission de 1,5 milliard de dollars. HAWC Avenir, c'est une mission de 200 millions de dollars canadiens. Alors, voici de tous les capteurs dans la mission AOS de NASA, donc les capteurs canadiens aussi. Il y a deux orbites, un incliné que je vais avoir tendance de focaliser sur l'orbite polaire ici parce que notre recherche aérosolienne c'est plutôt focalisé sur l'Arctique. Et sur cette orbite-là polaire, il y a tous les capteurs de NASA, donc un radar pour aider à la détection des particules de nuages, HSRL LiDAR, un leader de high spectral resolution, haute qualité. J'ai passé beaucoup de ma vie de recherche en étudiant les données de HSRL à Eureka et à Barrow, puis je peux confirmer que c'est une amélioration nette sur le type de leader qui était sur le A-Train. Polarimeter, ça représente une nouvelle dimension pour caractériser les aérosols et les nuages. En plus, sur le même orbite, un peu dans le style de A-Train, un satellite qui suit le satellite majeur principal de NASA, HAWC, puis lui va contenir deux capteurs, les propulseurs de la mission à venir.
Un peu plus sur les capteurs de la mission AOS, le parti NASA, un leader Doppler, pardon, un radar Doppler pour les nuages, je présume, je n'ai pas regardé en détail par rapport à ce capteur-là, et pour les vents peut-être, étudier les vents. HSRL, encore un capteur à 2 longueurs d'onde, un leader de très haute résolution, qui high spectral resolution veut dire qu'il peut détecter des petits changements de fréquence, de retour, les signaux qui sont retournés dans l'atmosphère. Il peut regarder avec une résolution assez forte que les Doppler, il peut distinguer les molécules qui ont une vitesse rapide dans l'atmosphère des aérosols qui ont une vitesse plutôt lente. On peut détecter les effets de Doppler entre les deux. On peut séparer les aérosols et les molécules juste à partir de ça. Ça fait un monde de différence en termes de la qualité de le retour. Voici le haut niveau diapo de la on veut le AOS, Atmospheric Observing System, avant, son nom était Aerosols, Clouds, Convection and Precipitation. Donc, c'est un peu plus élaboré qu'est-ce qu'il vise là, mais c'est l'étude des aérosols en termes de la qualité d'air et en termes de l'effet de ces aérosols-là sur la nucléation des nuages d'eau ou la cristallisation des nuages de cristaux. La convection, c'est la météorologie de forte énergie dans l'atmosphère. On veut mieux comprendre ça. Le vapeur d'eau, toute la nucléation les aérosols jouent le rôle de noyau de nucléation pour former des nuages, puis l'environnement de ça, le vapeur d'eau, la concentration de vapeur d'eau est clé. Il veut mesurer ça aussi. Tout ça, en fin de compte, pour faire quoi? On comprend la météorologie beaucoup mieux, l'effet des aérosols, l'effet des nuages. Et on va comprendre mieux les effets à long terme du climat, puis la modélisation des modèles de climat va s'améliorer. Les effets de passage radiatif de CO2 sont assez bien connus, mais qu'est-ce qui n'est pas bien connu, c'est les effets de passage radiatif des aérosols, des nuages et l'interaction des aérosols pour former les nuages. Alors, voici le schéma de l'orbite de Hawk Avenue. Alors, sur le satellite majeur de NASA, on trouve l'émigeur TICFIRE, le leader est Jean-Pierre Blanchette de l'Université du Québec à Montréal. Ça, c'est un émigeur qui va prendre des images dans le lointain infrarouge, far infrared, de 20 micromètres à 73 micromètres de longueur d'onde. Ça, c'est une région de spectre qui n'était jamais détectée avant. C'est aussi une région de spectre qui est importante pour détecter les particules géantes, qui fait partie de quelque chose que je vais décrire dans très peu. Et en arrière le satellite qui contient l'émigeur TICFIRE, on a les deux profileurs Ali et Shaw de l'Agence spatiale canadienne. J'ai oublié de dire avant qu'il y a aussi des membres français et japonais sur l'orbite inclinée, mais comme j'ai dit, je vais focaliser sur l'orbite polaire parce que nous, notre recherche est plutôt dans l'Arctique. Alors, voici un schéma de qu'est-ce qu'on vise avec TICFIRE puis les deux profileurs, Ali et Shaw. TICFIRE, il va regarder et il va prendre des images dans le lointain infrarouge pour faire quoi? Pour caractériser les particules géantes, les cristaux de glace géants et pour caractériser
le forçage radiatif dans une région du spectre qui n'était jamais étudiée avant, l'infrarouge lointain. Ali et Shaw sont des profileurs, ils regardent la frontière de l'atmosphère pour aller chercher l'information verticale dans l'atmosphère. Ali va chercher l'information sur les aérosols dans l'atmosphère. Et Shaw va aller chercher l'information sur le profil vertical de vapeur d'eau dans l'atmosphère. TICFIRE, il va voir des images des nuages, puis il peut, par exemple, comme j'ai dit, détecter la taille des nuages, des cristaux de glace et la concentration des cristaux de glace, ou ce qu'on appelle l'épaisseur optique. Ça, c'est un peu chargé, ce graphique-là, mais c'est la science que les trois capteurs canadiens vont aller chercher. Dehydration, on veut savoir l'incrément de vapeur d'eau, concentration de vapeur d'eau. Chaud va aller chercher ça. On veut distinguer les nuages, la formation des nuages à partir des noyaux de condensation des aérosols, puis on veut distinguer si les nuages sont liquides, des particules liquides, des droplets, ou des cristaux, puis on peut faire ça avec Ali, par exemple, puis avec TICFIRE aussi. Voici un chemin de Ali. Alors, qu'est-ce que j'ai pas réalisé avant ce matin, là, c'est que Ali va non seulement les six rectangles qu'on voit ici sont comme les profils verticaux. Chacun, c'est un profil vertical comme ça. Il va aller chercher des profils verticaux, mais en même temps, avec un vingtaine de pixels dans la direction horizontale, là, on va aller chercher des images verticales dans l'atmosphère, qui est très, très intéressant, qui va avec en ligne avec le leader HSRL de NASA. Ça va être vachement intéressant d'étudier les deux ensemble. Puis Ali, il prend des spectres entre, je sais pas, 600 nanomètres puis 1600 nanomètres qui permettraient d'aller chercher l'information sur la taille des aérosols, sur leur indice de réfraction, de caractériser les aérosols beaucoup plus qu'on pouvait faire avant. Shaw va obtenir les mêmes types d'images verticales, là, mais seulement 63 km. Et ça va donner des concentrations de vapeur d'eau dans ces plans verticaux comme ça. Ça, c'est la direction de l'orbite ici. TICFIRE, ça c'est l'émetteur de Jean-Pierre Blanchette. Ça, c'est des images simulées des nuages. Je ne sais pas l'histoire de où sortent ces simulations-là, mais il faut qu'on accepte ça. Puis, comme accepte ça comme une information que Jean-Pierre me fournit. Ça, c'est des kilomètres de l'image. Ici, c'est un spectre de ces images-là. Je n'ai pas de détails, mais je pense que c'est la moyenne des images, là, des images. Ça, c'est le spectre qui commence dans l'infrarouge thermique jusqu'à l'infrarouge lointain. Il y a 4 bandes dans l'infrarouge lointain. Encore, ces bandes-là sont utiles pour aller détecter la taille des cristaux de glace et le forçage radiatif dans une région du spectre qui n'était jamais étudiée avant. Qu'est-ce que je voulais dire encore de ça? Non, c'est bon. L'interaction entre TICFIRE, Ali et Shaw. Ali va fournir la constellation, la taille, mais le type d'aérosol
Ça, le type d'aérosol, il y a un effet, le taille, le type, il y a un effet sur les propriétés des nuages, qui, donc les aérosols jouent le rôle de condensation. Ali va aller permettre d'aller chercher l'odeur des panaches d'aérosols et les nuages, qui va aider Tickfire, qui est un émisseur, à mieux caractériser les nuages, etc., etc. Il y a tout un interchange d'informations. OK, le seul exemple que je vais donner sur une application de les 3 capteurs canadiens, c'est une application associée au capteur Tickfire. Ça, c'est un profil de Calliope au-dessus de l'Arctique. Calliope, le leader de l'A-Train. Et voici la géographie. Il y a 2 sources volcaniques ici dans les îles Lucien de Alaska. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le partie de l'orbite qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est les panaches jaunes, là, c'est des particules sous-microns sulfatiques qui parviennent de volcans. Les 2 volcans dans les îles Lucien, là. Alors, Jean-Pierre Blanchette, il y a une théorie qui dit que les particules, les aérosols, les petits aérosols pollués, couverts de sulfate, par exemple, ont tendance à résister à la nucléation, la formation des cristaux de glace. Ils ont tellement tendance qu'il y a seulement une petite fraction de ces sulfates-là qui sont nucléés, cristallés en particules de nuages de glace. Et le résultat, c'est que les quelques-uns qui sont cristallisés, ils ont tendance à absorber toute la vapeur d'eau dans l'environnement. Ils deviennent des cristaux de glace géants. Ils sont précipités. On perd les nuages. Le résultat, c'est un ciel clair et un ciel beaucoup plus froid. Donc, il y a une tendance à créer plutôt le refroidissement que le réchauffement, à cause de l'effet qu'on appelle DGF, Dehydration Greenhouse Feedback Effect. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les panaches pollués qui parviennent les volcans dans les îles Lucien sont ici. Ils représentent des particules sous-microns sulfatiques résistants à la cristallisation. On forme des particules géants, puis ils sont précipités. En tout cas, selon Jean-Pierre, ce qu'on voit ici, c'est les particules qui sont polluées, les aérosols, précipitation des particules géantes que lui appelle des tick dirt, puis c'est un exemple qu'on démontre souvent, ça. Ça, c'est juste pour le leader Calliope, c'est pas une image de Tickfire, là. Donc, pendant l'hiver polaire, il y a des particules, des aérosols pollués qui parviennent des usines commerciales dans la Russie et la Chine. Ils sont pollués. Pendant l'hiver polaire, il y a une tendance à migrer dans l'Arctique. Le résultat, c'est cet effet DGF, précipitation des grands cristaux. C'est beaucoup plus froid. L'équipe de Jean-Pierre a fait une analyse de multi-année ici de l'Arctique, de température de l'Arctique, puis une nette tendance à refroidissement, selon Jean-Pierre, à cause de l'effet DGF. Puis, on dit que cet effet-là a une cause des événements extrêmes au sud. Dans ce cas ici, c'est froid dans l'Arctique, c'est chaud dans le sud des États-Unis. Le panache froid monte au-dessus de le panache
chaud. Ça donne les conditions assez optimales pour la création des tornades. Puis, c'est un argument ici que ce refroidissement dans le Haut-Arctique a un effet extrême comme ça dans le sud. OK. Je vais juste parler un peu des recherches qu'on fait dans notre groupe de recherche à Sherbrooke. On a une tendance à plutôt faire la recherche dans l'Arctique, mais on est full équipe des capteurs atmosphériques à Sherbrooke. On a un leader, ça c'est le profil de radiodiffusion de leader, ça c'est le profil de dépolarisation. Le deuxième donne une information sur la taille des particules ou la forme des particules par exemple. Et ce réseau-là, il s'appelle MPLCAN, c'est un réseau canadien. En même temps, on a un CIMEL Aeronet qui fait des mesures de constellation épaisseur optique dans l'atmosphère, mode fin, puis mode course mode, des grosses particules, supromicron. Et donc, ça, c'est le retour du leader en fonction du temps. En fonction du temps, c'est la variation de... Le rouge, c'est le mode fin sous-micron, puis le bleu, c'est super-micron, puis on a un collègue qui mesure les pollens. Ça, c'est le printemps. Les pollens de printemps, puis on voyait une certaine corrélation, c'est-à-dire qu'on pouvait la détecter avec ces capteurs ici, et le leader, les variations de pollen. Donc, nos mesures de recherche sont plutôt, de l'atmosphère sont plutôt focalisées sur l'Arctique. Ça, c'est notre site Pearl à Eureka. 80 degrés au nord de latitude. Ici, on voit le leader, Kandak Raman LiDAR. J'ai un postdoc qui fait des mesures de photomètre stellaire. On a aussi un CIMEL Aeronet ici. Ça, c'est des études réalisées par une étudiante, Yasmin Aboul-Fito, qui est partie en postdoc en Allemagne. Elle a étudié sur une vingtaine d'années, 10 à 20 ans, les retours, les mesures d'Aeronet, les CIMEL, les épaisseurs optiques des aérosols, et on peut aussi aller chercher la distribution des tailles des aérosols. Donc, de Barrow à Hornson sur Spitsbergen, on a mesuré, un des paramètres qu'on peut sortir, c'est la distribution de taille des aérosols en fonction de leur rayon. Ça, c'est pour les mois de saison. Les 6 stations qui sont ici, c'est les 6 graphiques qu'on voit là. Les différentes couleurs sont variations de la saison. En bleu-vert, c'est le printemps. Puis, on voyait que à le printemps, à une certaine taille, rayon d'aérosol, il y avait toujours un pic. C'était très faible, mais il était toujours là, c'était très robuste. Puis, on a déduit que ça doit être sûrement la poussière asiatique qui fait tout le voyage le Pacifique pour se rendre d'une 5, 6, 7 km au-dessus de ces stations ici, puis on peut mesurer cet effet-là. C'est très faible, mais on peut le mesurer. Je vais parler un petit peu autour de ces stations qu'on voit ici, Lake Hazen, Eureka, Barrow, Killarney Lake. Ça, c'est une étude faite par un Kwan Ranjbar, mon étudiant de doctorat, qui est parti, il travaille à National Research Council à Ottawa. Ça, c'est une image modeste. On a 2 stations, ça c'est Eureka, notre observatoire Eureka à 80 degrés au nord.
On a deux stations où il y a deux cimelles, deux photomètres solaires séparés par une quinzaine de kilomètres. Alors, en 2019, il y avait des feux extrêmes, Prince Albert, Saskatchewan, température extrême, très intense, des feux très intenses. Puis le résultat, c'était des épaisseurs optiques, constellation des aérosols. Le rouge, ça veut dire fine mode. Puis le pic ici, c'était l'événement le plus extrême jamais vu à Pearl. Les deux courbes ici, c'est les deux sites ici. Le laps qu'on voit là, c'est le temps que ça prend pour le panache de voyager de ce site-là. Ça, c'est le leader, puis le panache, à partir du leader, on nous dit que c'est autour de 8 km. Ça, c'est la modélisation. Le même étudiant, Kevin Rangeberg, a trouvé des panaches. Première fois qu'on voit ça, à partir des capteurs satellitaires. Ça, c'est une image modeste. Ça, c'est une panache. Ça, c'est un zoom sur le panache. C'est quoi? C'est des panaches de poussière qui parviennent des bassins versants. Ces fois, à certaines altitudes où se trouvent les glaciers, l'air frais descend, puis ça va éroder les bassins versants. La poussière dans les bassins versants, puis le résultat, c'est des panaches comme ça. On a fait beaucoup de choses pour confirmer que c'était la poussière de ce genre de panache-là. Ça, c'est un brightness temperature difference image de MODIS. Ah oui, puis c'est quoi ça? C'est Lake Hazen. C'est le lac le plus large dans l'Arctique en termes de volume. C'est un bon 20 à 25 km de longueur, quelques kilomètres de largeur. Première fois que j'ai entendu parler de ce lac-là. Ça, c'est un profil de leader Calliope de A-Train. Ça, c'est la surface du sol. Puis, on voit très bien ici, encore, c'est la première fois que quelqu'un a fait ça, là. On voit bien ici le panache de poussière, confirmé par quoi? Par ça, c'est un profil trouvé à partir de Miser. Miser, c'est un capteur, un émetteur qui s'incline. À partir de la stéréoscopie de Miser, on a trouvé l'auteur des panaches, puis c'est assez bien, ça se colle assez bien avec le profil leader. Ali Sayadan qui est là, il a commencé à faire une étude à Kluane Lake, qui est un site dans le Yukon canadien qui est très bien connu pour ses panaches de poussière qui parviennent des bassins versants. Alors, ça, c'est une image de PlanetScope, une résolution de 4 mètres, puis on voit bien, ça, c'est la partie sud de la Kluane Lake. Il y a des montagnes ici, il y a des panaches qui descendent les bassins versants des montagnes, puis on voit une panache juste là. On a un leader Doppler à Kluane Lake, qui veut dire que c'est plutôt un leader pour étudier les vents, mais on a exploité ça pour étudier les panaches, puis on a obtenu les excellents profils qu'on voit ici, le plus rouge, le plus fort et la concentration des poussières. Et on a trouvé que ça, c'était bien corrélé avec les mesures de poussière au sol et les mesures, on a une cimelle aéronette là. L'intégration de ces profils-là était bien corrélée, souvent bien corrélée avec les épaisseurs optiques du mode sur micron des cimelles aéronettes. Finalement, une dernière
Exemple, ça c'est le profil du leader HSRL à Barrow, haute résolution spectrale qui donne des super haute qualité profils de radiodiffusion. Et qu'est-ce qu'on voulait étudier? C'était les pics à 1,3 micromètres de Yasmin, mon étudiante de doctorat, là, à partir de son clé métallurgique. Ça, c'est la distribution de taille des aérosols. C'est vraiment assez subtil, ce qu'on voit ici, là. Le deuxième, la chose qui est très brutale, là, ça, c'est le rapport de dépolarisation. Quand c'est très, très bleu, ça veut dire que les particules sont petites. Alors, on a focalisé sur cette chose ici assez subtile en pensant que ça, c'était un panache de poussière asiatique. Alors, ça, c'est la variation de l'aperçu optique prise à partir des ciments de Aeronet. Et le bleu ici, c'est les particules sur micron. Ça, c'est un signal vraiment faible, mais c'est parfaitement en cohérence avec la variation de cette pic à 1,3 micromètres qui confirme au niveau d'un événement qu'est-ce que Yasmin a trouvé à partir de son clé métallurgique. Donc, on vise ça comme une prochaine article, on espère. Oui, en passant, ici, là, le signal est beaucoup plus fort. C'est le panache de fumée ici. En rouge, là, ça, c'est des particules sous-micron. L'aperçu optique, la concentration de ce panache-là est beaucoup plus fort que cette pauvre petite variation ici, mais on a réussi quand même à la voir en dépit de l'interférence de le panache de fumée. Alors, une des applications importantes de qu'est-ce qu'on fait, c'est l'analyse des panaches de poussière. Ces panaches-là, ils ont tendance à se déposer à des distances assez éloignées de la source. Encore, ça, c'est le Lake Hazen ici. Notre observatoire Eureka est là, mais puis ça, c'est des zooms de qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'est des images modestes, des zooms ici. Puis on voit plein de neige sale à cause des panaches de poussière qui vont assez loin, se déposent sur la neige, puis bien imaginer l'effet de ça sur le taux de fond de la neige est beaucoup plus rapide à cause de ce dépôt-là. Et plus ça devient chaud, le plus de sol nu qui est déposé, le plus le plus fort les panaches de poussière. Alors, Hawk, donc ça va où? J'étais à une réunion Hawk, ça fait quelques semaines où j'ai attrapé le COVID-19. Je suis guéri, là. Et on a découvert qu'il y a 200 millions de dollars canadiens qui seraient dédiés à Hawk. On pense dans un premier temps, ça va être de l'instrumentation. Non, il y aura 43 millions de cet argent-là qui sera dédié à la science de Hawk. Donc, ça veut dire qu'il y aura des bourses disponibles, il y aura des subventions qu'on peut aller chercher. Il y aura de l'argent pour faire la science dans les prochaines, je n'ai pas dit l'année, là, mais Hawk, on vise 2029, pardon. 22, pardon. En tout cas, les années 29 et 30, j'ai perdu, j'ai oublié lequel qui va précéder, là. Alors, il y a une vingtaine d'années,
Mais pendant cette vingtaine d'années-là, il y aura des essais aéroportés pour étudier la faisabilité des capteurs ROC. Il y aura des analyses, les algorithmes scientifiques qu'on va appliquer les capteurs ROC. Et il y aura, heureusement, il y aura un HSRL et un radar qui sera lancé par European Space Agency, l'agence spatiale européenne, en 2023-2024. Donc, entre le lancement de ROC et le AOS, on aura plein de données pour faire l'analyse et préparer pour ces missions-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Norm. Est-ce qu'il y a des questions pour Norm, que ce soit en ligne ou ici? Merci pour la présentation, super intéressant. Est-ce que tu as parlé de l'effet, les dust plumes, les nuages de poussière, l'effet pour ça change encore l'albédo de la neige, ça va réchauffer. Est-ce qu'il y a des impacts aussi connus pour les je sais qu'il y a des analyses, mais je ne suis pas à jour. J'ai juste allé voir des articles qui datent de 20 ans. Oui, il y a certainement les faits, mais plus récemment, oui, c'est très intéressant. Puis à savoir, c'est ça qu'on vise à faire, à comprendre la distance que ces panaches-là sont transportés dans l'atmosphère. Mais on voit déjà autour des panaches qui parviennent d'Alaska, au-dessus de la golfe d'Alaska, là, on voit très bien avec l'eau noire, là, que c'est des milles de kilomètres. Donc c'est pas juste la couleur brun près de la source, là, c'est beaucoup plus important que ça. Il y avait Alain, une question en ligne. Alain, si tu peux poser ta question? Oui, salut Norm. Merci Oui, pour Alain. ta... Ça veut dire quoi, hétérodyne? Quoi? Hétérodyne. Ça veut dire quoi, hétérodyne? Il y avait ça dans une diapo au début. Je suis pas certain qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense pas que j'ai une explanation de toute façon. Heterodyne? Associé chaud? Hein? Le mot c'est est-ce que c'est heterodyne associé le capteur chaud, c'est ça que tu veux savoir? Oui. Ouais. Dans les premières diapos. Je sais pas. Ah oui, j'ai pas dit. J'ai dit que Tickfire était le capteur de leader, c'est Jean-Pierre Blanchette à UQAM. Ali, le profileur aérosol, c'est Adam Barassa, Université de Saskatchewan. Et Shaw, profileur de vapeur d'eau, c'est Doug Duggenstein, Université de Saskatchewan. Je ne sais pas, Alain. Parce que je pense que tu avais une diapo qui montrait, ça veut dire quoi? C'est quoi? Un spectre de... Il y avait un spectre de fréquence. Ouais, bon, tant pis, ouais. Je regarderai. Ok. Ouais, tu avais une question? Ouais, c'est mon tour, pardon. La bouche pleine. J'ai peut-être manqué un petit détail, mais les panaches de poussière au-dessus dans le bassin versant du lac Hazen, Oui. l'origine, c'est plutôt local ou c'est de très très loin? Tu as montré que dans le cas de Barrow, c'était probablement des poussières asiatiques, mais dans le cas de Kluane Lake, ça avait l'air d'être plutôt local. Oui, c'est ça. Les glaciers qu'il y a dans. Oui, non, c'est local. Donc, dans le cas de Hazen, c'est plutôt local, ça? Oui. Ouais. D'ailleurs, il y a des réunions chaque année à Reykjavik, en Islande.
un groupe qui s'appelle HLD, l'acronyme HLD, High Latitude Dust. Il y a une communauté de recherche dédiée à ce genre de poussière-là. Et comme information supplémentaire, ici, comme on est commis à ajouter de l'information supplémentaire quand on écrit l'article, on avait par hasard une vidéo prise par l'équipe au sol. On ne connaissait pas ces personnes-là, mais on a entendu dire qu'il y avait une vidéo, on a trouvé la vidéo. Puis c'est incroyable, ils sont comme ça, ils peuvent presque pas résister le vent, c'était le vent au niveau d'un hurricane. C'est vraiment fort. Parce que c'est ça, s'il y a un aspect, on le voit bien sur les images, il y a un aspect de poussière sur la neige couverte plus foncée, elle fait de l'albédo, la neige qui fond plus tôt. Moi, je pense encore plus loin. Il y a des chances que le pergélisol dégèle peut-être, ou enfin que le sol dégèle de façon saisonnière plutôt, puis plus profond que là où il n'y en a pas. Donc, il y aurait des impacts thermiques même sur le sol. Ah oui, d'accord. Sur la fonte de la glace dans le sol, puis le réseau hydrographique après. Je ne sais pas si j'extrapole trop loin, mais c'est intéressant. Puis, je ne sais pas si c'est juste moi, ça fait 2 fois là que j'entends le chiffre de 4 fois la température globale de l'augmentation de la température. Il y a 10 ans, c'était 2 fois plus rapide. On est rendu à 4 fois plus rapide. Josiane, tu avais une question? Oui, ben j'en ai plein, là, je vais voir après sinon. Mais est-ce que les poussières, ce genre d'événement-là local où tu as un nuage de poussière, est-ce qu'on le sait s'ils sont plus fréquents aussi avec l'augmentation du changement climatique? À ce moment-là, il y a plus d'événements externes. Est-ce qu'il y a des études qui pointent vers ça ou c'est trop difficile encore de les détecter peut-être? J'ai pas vu une étude comme ça. On pensait à nous faire ça, mais vous imaginez, il faut trouver automatiquement tous les bassins inversants qui font pour ça, puis des classifiés pour trouver ça, puis on n'avait pas assez de personnel pour faire ça, là, mais je regardais il y a un article de revue qui est sorti en 2022. Je vais regarder si on n'a pas fait quelque chose. Qu'est-ce que tu pensais travailler avec les communautés pour savoir pratiquement, pour voir si eux voient une augmentation? Avec les communautés? Oui. Ah oui, ça c'est effectivement. Ils pourraient voir, peut-être qu'ils ont observé ce genre de choses. Toujours une question, non? C'est quand tu parlais c'était le DGF effect, là, Dehydration Greenhouse Effect. Tu parlais de particules géantes. Pour moi, quand tu parles de particules géantes, on imagine un ballon de soccer qui va tomber du ciel. Mais c'est quoi la taille des particules quand tu spécifies particules géantes, par exemple? Ah, ok. Sont comme des. C'est à peu près la taille de la longueur d'onde. Quand on veut détecter une particule, on choisit une longueur d'onde à peu près la même taille. Là. Donc 60-70 micromètres. Donc vraiment géant. Là. Ouais. Il faut demander aussi avec les panaches finalement dus à l'érosion par des vents catalytiques finalement dans le de la Kaizen qui est un peu plus dans le nord. Est-ce que l'érosion par ces vents très violents qui glissent le long de la paroi, est-ce que ça c'est rendu le mode d'érosion principal dans ces secteurs-là, ou est-ce que finalement l'érosion par ces vents a un impact très important sur le couvert nival plus loin, mais finalement a assez peu de conséquences sur l'érosion en tant que telle de ce paysage-là? C'est rendu la limite de mon intelligence. Je ne peux rien dire, je vais pas dire que... Je ne sais pas, je ne peux pas dire. OK. Une bonne question de recherche. Ah oui. Il y a des activités glaciaires dans ce coin-là, mais ouais, je ne sais pas pour les vents catalytiques, c'est à quel point c'est documenté, mesuré ou filmé. Prochain projet. Ah oui, juste une dernière chose, j'ai oublié de dire. Nos recherches à Sherbrooke avec le MPL-CAN et le CIMEL et tout ça, c'est une analyse avec Karim Mergerie
étudiant au doctorat, Yacine, puis Michael, puis moi. Puis on essaie de mélanger une connaissance physique avec une connaissance de machine learning, là, puis voir si le physique peut aider machine learning ou inversement, si machine learning peut aider la compréhension de la physique. Donc c'est un projet, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça, puis je trouve ça très intéressant. D'autres questions? On a fait le tour un peu. Bon, ben, merci beaucoup, Norm. Merci. Et puis nous, on se retrouvera pour le prochain IMAP. Là, il va être programmé c'est le 19 janvier, je crois, pour l'instant. On verra si on a le temps d'en caser un autre d'ici là, si un conférencier qui se libère. Le 19 janvier, ce sera en ligne avec quelqu'un qui est en Inde. Ce sera un peu compliqué de le faire venir. Il n'y aura pas de pizza ce coup-ci, mais on aura un retour à la pizza très prochainement. Merci beaucoup et merci pour cette assistance. J'ai fait la plus en nuance.